Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. La dynamique électorale aux États-Unis, les aspects uniques du système électoral américain, Donald Trump a-t-il vraiment des chances de revenir à la Maison-Blanche, et le poids du vote des musulmans et latino-américains. Avant les élections américaines prévues en novembre, des primaires et des congrès de partis se tiendront de janvier à juin. Les congrès nationaux des partis républicains et démocrates devraient se tenir en juillet et août. Deux États jouent un rôle particulier dans le processus électoral. Le New Hampshire, appelé First in the Nation, est le premier État à tenir les élections primaires depuis 1920, et l'Iowa qui inaugure les caucus depuis 1972. Le 5 mars, appelé Super Tuesday, les primaires auront lieu dans 10 États importants comme la Californie et le Texas. Et d'ici fin mars, plus de la moitié des délégués des deux partis auront été sélectionnés. Cette année, les questions migratoires devraient être un facteur majeur de ces élections, ce qui, en particulier dans certains États cruciaux, ne favorise pas le candidat Biden. Par ailleurs, une analyse menée par Bloomberg sur les projections démographiques montre que les comtés où Joe Biden a gagné en 2020 auront connu une croissance démographique près de 2 fois supérieure à celle des comtés qui ont voté pour Donald Trump. Autre facteur important, les élections de novembre prochain seront affectées par des facteurs d'ordre racial et démographique. En fait, les données du recensement de 2020 mettent en évidence une diversité raciale croissante, une diversité qui pourrait entraîner un redécoupage de certaines circonscriptions électorales. Pour discuter de ces sujets, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Bonnie Glick, diplomate et femme d'affaires américaine. Elle a été directrice adjointe de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, et a supervisé à ce titre plusieurs programmes d'aide à travers le monde. Parmi nous également aujourd'hui, Aziz Fahmy, journaliste et chroniqueur télé, qui a couvert les questions du monde arabe pour les chaînes NBC News, CNN, ZDF et Al-Hurra. Il a également couvert l'actualité américaine et internationale pour la chaîne saoudienne NBC et a eu l'occasion durant sa carrière d'interviewer Bill Clinton, Yitzhak Rabin, George Bush père et fils, ainsi que Shimon Peres. Et comme à l'accoutumée, avec nous sur ce plateau, notre chroniqueur Chris Lapetina, qui est vétéran de la marine américaine et fondateur de Focus Consulting. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Permettez-moi tout d'abord de commencer avec Bonnie Glick. Bonnie, bien que les spéculations soient nombreuses concernant la présidentielle de 2024, cette course à la Maison-Blanche pourrait bien au final se limiter à 2 candidats qui nous sont familiers, à savoir les mêmes qu'en 2020, Joe Biden et Donald Trump. Alors que pensez-vous de cette probabilité et à quoi ressemblerait un nouveau match entre ces deux hommes ? C'est une très bonne question. En fait, tout est possible et personne n'a de boule magique. Donald Trump et Joe Biden ont tous les deux un palmarès présidentiel sur lequel ils peuvent s'appuyer, mais ils sont tous deux plus âgés et ont des rivaux plus jeunes. L'ancienne ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Nikki Haley, mène une campagne électorale forte, tout comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avant de mettre fin à sa campagne. Tandis que le représentant Dean Phillips se présente contre Joe Biden en se concentrant sur un slogan, à savoir que Joe Biden est trop vieux pour être capable de jouer efficacement le rôle de président. Il y a aussi le candidat tierce Robert Kennedy Jr. qui se présente comme indépendant. Il est si admiré par un échantillon diversifié d'électeurs indépendants qui sont frustrés par les deux partis.
Bien entendu, son nom de famille est largement connu dans tout le pays par l'intermédiaire de son oncle, l'ancien président John Kennedy, et de son père, l'ancien candidat à la présidence Robert Kennedy. En parlant de démocrates, tournons-nous vers notre chroniqueur Chris Lapetina qui ne cache pas ses penchants démocrates. En fait, Joe Biden a 81 ans et son âge est un véritable enjeu dans cette campagne. Alors comment ce facteur affectera-t-il la campagne électorale dans les mois à venir? Les Américains pourraient élire le candidat le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Bon, c'est un bon point, Marc. Cela entre en jeu depuis que Biden a été élu. Et les gens s'interrogent sur son âge et son état de santé. Et l'équipe autour de Biden a essayé différentes stratégies pour surmonter cela. Par exemple, elle dit que Donald Trump a presque le même âge que Biden. Cela semble avoir échoué, car même s'ils sont proches en âge, Donald Trump ne ressemble pas à Joe Biden. Pour de nombreux Américains, il s'agit d'un problème permanent. Je pense que la question de l'âge pour Biden est en fait une façon d'exprimer beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui n'aiment pas Biden, y compris de nombreux démocrates, évoquent cette question d'âge. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment exprimer ce qu'ils n'aiment pas chez lui. Ainsi, ils utilisent l'âge comme couverture pour tous les problèmes qu'ils rencontrent. Avec Joe Biden, dans l'avenir proche, l'équipe autour de Biden devra résister et Joe Biden devra essayer de se présenter comme suffisamment fort, non seulement pour être président maintenant et terminer ce mandat, mais pour être président pour les 4 prochaines années. Bonnie, Joe Biden s'est adressé à la nation depuis Gettysburg, qui a vu se dérouler la plus meurtrière des batailles de la guerre de sécession. Il a déclaré que si vous soutenez Trump, vous soutenez aussi ceux qui ont pris d'assaut le Capitole à Washington un certain 6 janvier. Alors, que pensez-vous de cette déclaration et de ce rappel d'un événement qui s'est produit il y a 4 ans déjà? Cela peut-il contribuer à sa réélection? Franchement, je ne pense pas vraiment que les conséquences de l'assaut du 6 janvier influenceront les électeurs indécis. Bien évidemment, certains Américains sont certainement préoccupés par la date du 6 janvier. Mais leur vote et leurs intentions de vote ont déjà été pris en compte dans les calculs de vote et les sondages. Ainsi, les Américains sont largement préoccupés par ce que j'aime appeler des problèmes internes, qui sont des problèmes qui les affectent directement d'une manière quotidienne, à savoir l'économie, l'inflation, l'emploi, la criminalité, l'immigration, la crise des frontières et les drogues traversant la frontière par le biais de la contrebande. Ils sont moins préoccupés par les événements survenus il y a 3 ans, alors qu'ils sont affectés chaque jour par leurs propres préoccupations. Je crois que Trump et les républicains se sont effectivement concentrés sur des questions qui tiennent profondément à cœur aux Américains, et cela n'est pas différent des campagnes précédentes. Année après année, les démocrates dépensent beaucoup et créent des déficits déséquilibrés, tandis que les républicains sont plus conservateurs et font campagne pour réduire les dépenses publiques. Je pense que ce sont les questions qui auront le plus d'impact sur les résultats du vote cette année. Nous discuterons davantage de ces questions dans quelques minutes, mais pour l'instant, regardons ce reportage qui dresse un tableau de la complexité du processus électoral américain pour essayer un peu de clarifier les choses. يعتبر النظام الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة نظاما فريدا ومعقدا. Le régime présidentiel aux États-Unis est considéré comme un régime unique et complexe. Quiconque se présente au poste de président des États-Unis doit être citoyen américain de naissance, avoir au moins 35 ans et avoir résidé aux États-Unis depuis au moins 14 ans. Le président et le vice-président américain sont élus tous les 4 ans. Les Américains élisent leur président directement, mais cela se fait par le biais du collège électoral qui se compose de 538 délégués, soit le nombre de membres du Congrès à la Chambre des représentants et au Sénat,
en plus de 3 membres du district de Columbia, soit Washington, D.C. Le nombre d'États varie en fonction de leur population et du nombre de représentants qui les représentent au Congrès. Le processus de sélection du président aux États-Unis se déroule selon les 5 étapes suivantes. La première étape, au cours de laquelle ceux qui souhaitent se présenter formeront un comité exploratoire pour recueillir le soutien de leurs partisans au sein du parti. La deuxième étape, au cours de laquelle les électeurs soutenant l'un des partis doivent choisir un candidat de parti parmi un certain nombre de candidats de partis en compétition. La troisième étape, au cours de laquelle sont organisées les conférences nationales des 2 partis, où le candidat du parti est choisi pour se présenter aux élections générales, puis ce dernier désigne son adjoint pour se présenter avec lui à la campagne électorale. La quatrième étape est la campagne électorale générale et cette dernière prend moins de temps que les qualifications au sein de chaque parti. Puis enfin, la 5e étape, appelée élection générale, a lieu le premier mardi qui suit le premier lundi de novembre, où les électeurs se rendent aux urnes pour choisir leur candidat à la présidence du pays. Dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité des voix du collège électoral, soit 270 voix, la Chambre des représentants approuvera le candidat vainqueur selon la règle d'un membre une voix, tandis que le Sénat sélectionnera le vainqueur pour le poste de vice-président. Un processus électoral qui, j'espère, maintenant vous paraît un peu plus clair. Alors, je me retourne à présent vers vous, Chris Lapetina. Comme Bonnie l'a souligné, l'économie sera un facteur décisif dans cette élection, même si le président Biden a évité la récession ou tout type de désastre économique. Nous avons subi une augmentation significative du coût de la vie. Alors, quel rôle jouera l'économie dans ces prochaines élections américaines? Vous avez raison, Mark et Bonnie. L'économie est généralement le principal problème pour les électeurs américains. Et je pense que ce qui s'est produit, c'est que nous avons vécu une inflation que les Américains n'avaient pas connue depuis 20 ans. Certains électeurs américains n'ont jamais connu l'inflation de leur vie, donc je pense que cela a été un choc et que Biden en a fait les frais. Il existe également un fossé économique dans ce pays et il se creuse pour de nombreux Américains, y compris la classe moyenne, qui travaille dur et ne peut pas progresser. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui et depuis des décennies. Je pense que les Américains ont atteint un point d'ébullition où ils estiment qu'il faut vraiment faire quelque chose à cet égard. Les partisans de Biden diront que Donald Trump a dit la même chose et il a promis des réformes, mais il n'a pas été en mesure de tenir ses promesses en 4 ans. Joe Biden a donc fait autant que Donald Trump sur ce dossier. Mais je pense que beaucoup d'Américains sont mécontents du fait que même si l'inflation est faible et que le marché boursier se porte bien, il manque quelque chose dans l'économie et ils veulent y remédier. Il y a quelqu'un qui a essayé de se présenter aux élections pour réformer l'économie. Je pense ici à Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui s'est retiré de la course à l'investiture républicaine pour apporter son soutien à Donald Trump. Il a fait cette annonce depuis la Floride. Je vous propose maintenant de l'écouter. Je ne peux pas demander à mes partisans de donner leur temps et leurs ressources sans une voie claire vers la victoire. De ce fait, je suspends ma campagne présidentielle. Ron DeSantis hors course, il reste encore Nikki Haley face à Donald Trump, qui a 77 ans. Nous avons fait référence aux 81 ans de Joe Biden. Trump reste, malgré son âge, le favori des républicains et se présente avec un programme visant à sécuriser les frontières, à prévenir la criminalité et à stimuler l'économie. Il dit avoir l'impression d'avoir 35 ans. Personnellement, je ne sens pas son âge. Bonnie, comment voyez-vous cette candidature? Que faut-il pour revenir à la Maison-Blanche? C'est une bonne question et j'espère vraiment que quand j'aurai 77 ans, dans de nombreuses années, je pourrai dire j'ai l'impression d'avoir 35 ans.
Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de notre discussion, ce sont vraiment les questions internes qui animent les élections, les questions qui affectent les Américains. Et c'est la raison du grand succès de Trump en 2016, car il a réussi à briser des années de rhétorique politique qui n'avaient aucun sens réel pour les électeurs en disant « Je comprends quels sont vos problèmes, ce sont aussi mes problèmes, je défends vos intérêts également ». I hear what your issues are, they're my issues too, and I'm fighting for you. So Americans, whether they're Les Américains, que ce soit dans les villes frontalières comme le Texas ou dans les grandes villes du pays, constatent en accent l'impact des frontières et de la crise migratoire sur eux. En fait, l'impact de l'insécurité aux frontières est à l'origine de la mise en accusation et de la condamnation sans précédent du secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Les républicains du Congrès ont également appelé à la destitution du secrétaire à la sécurité intérieure pour manquement à ses devoirs, car la frontière est devenue ouverte. Et Trump exploite cette question. As the border is basically an open border, and Trump capitalizes on this. L'effet le plus important de la politique frontalière est que la drogue et la criminalité ont un accès ouvert à notre société. J'ai récemment rencontré des mères isolées et l'une d'elles a déclaré que sa fille adolescente avait été violée et assassinée par un adolescent du Salvador qui était membre d'un gang de rue salvadorien. Il est entré illégalement aux États-Unis. Une autre mère a déclaré que sa fille avait été tuée par une drogue mélangée à de la vitamine et qu'il était mort d'une overdose. Ce sont de vraies personnes avec de vraies peurs qui ont subi des pertes inimaginables et ce sont des gens qui voteront, y compris ceux qui voteront pour Trump ainsi que tous leurs voisins et ceux qui les entourent. C'est le genre d'anxiété que la campagne Trump exploite à plusieurs niveaux. That the Trump campaign on many levels is capitalizing on. Merci Bonnie. Il semble que Donald Trump, dans sa course à la présidentielle, évoluera sur deux fronts. Le premier consiste à faire face à des poursuites engagées contre lui en Floride, en Géorgie, à Washington DC et dans plusieurs tribunaux de l'État de New York. Le deuxième front, ce sont les conférences politiques préliminaires, les marches, la campagne de financement, etc. Alors comment va-t-il gérer ces différentes batailles politiques et judiciaires? Comment voyez-vous se dérouler sa campagne d'ici le mois de novembre? Certes, nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil auparavant. La situation est quelque peu floue et on ne sait toujours pas quel est l'impact de ces multiples procès contre Donald Trump. Il y a deux confrontations dans l'évaluation dont nous pouvons parler. D'un point de vue de la gauche, Donald Trump est un criminel et doit être jugé par la loi. Quant au point de vue de la droite, il voit que Donald Trump est une cible politique de l'administration Biden et que Joe Biden fait un effort illégal pour saper la démocratie qu'il dit défendre en excluant de la course son plus grand rival. La gauche y voit une réclamation judiciaire, tandis que la droite y voit une persécution. Donald Trump parle souvent de fraude et de scrutin truqué. Écoutons-le sur ce sujet. Comme des dizaines de millions de personnes dans notre pays, je suis fier et fort d'être un négociationniste des élections, car à moins que la vérité ne soit révélée, nous n'aurons jamais d'élections justes, libres et transparentes. Trump affirme fréquemment que les élections de 2020 ont été volées, même si de nombreux tribunaux et présidents de comités ont déclaré que cela était inexact. D'ailleurs, les républicains l'ont dit aussi, mais Trump joue le rôle de la victime en disant que les gens et l'État profond sont contre lui. Est-ce que cela améliore ou au contraire détériore son image auprès des électeurs?
Non, ce que vous venez de citer est la raison pour laquelle Donald Trump pourrait perdre les élections. Et cela ne vient pas seulement d'un démocrate, mais aussi de nombreux républicains qui se présentent contre lui. Ils font valoir que cette rhétorique rejetée par la plupart des Américains est ce qui empêche les gens de prendre Donald Trump au sérieux. Trump pense que cela fonctionne à son avantage et à celui de ses fidèles partisans, car il s'est présenté comme un candidat pour protester contre tout ce qui donne aux gens le sentiment d'être abusés par le système et le sentiment que le gouvernement et l'élite est contre eux. Trump en a profité et l'a utilisé. Je pense cependant que cela commence à perdre de son impact sur beaucoup de gens, y compris les républicains. Et là encore, c'était la base de l'opposition de nombreux républicains lors des primaires, à savoir que ce genre de rhétorique et de victimisation présumée entraîne non seulement Trump et sa campagne vers le bas, mais facilite également la victoire de Biden, ainsi que du Parti républicain en général. Bonnie, we just saw the Iowa caucuses recently. And that's far more of a what we call a retail politics. Bonnie, nous avons vu les résultats récents des primaires de l'Iowa. Ces élections étaient loin de ce que l'on appelle de la politique de détail. Les gens se rendaient dans un lieu précis et passaient une grande partie de leur soirée à choisir le candidat et toutes les possibilités étaient ouvertes. Ron DeSantis, gouverneur de Floride, a consacré beaucoup d'argent et de temps à ces élections dans l'Iowa. Mais il est arrivé deuxième, loin derrière Trump, qui a obtenu environ 50% des voix, contre environ 21% pour DeSantis, alors que Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, n'a obtenu que 19% des voix. Alors, quelle est l'importance de ces résultats pour la suite des primaires ? Vous venez d'évoquer le processus des rassemblements électoraux, qui en soi est complètement différent des élections primaires. Les rassemblements, comme vous l'avez dit, sont un processus au cours duquel les gens viennent le soir au siège en présence soit du candidat, soit de l'un de ses délégués pour défendre la candidature. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux électeurs considèrent le président Trump comme une victime. Et vous l'avez également mentionné, surtout les efforts de Biden pour éliminer la rivalité politique. Ces gens sont très excités par les élections. Ils sont très enthousiastes à l'idée des rassemblements. Il est certain que le président Trump a remporté un succès historique considérable dans l'Iowa. Il a remporté 50% des voix lors des rassemblements là-bas, mais il y a certains facteurs à prendre en considération qui ont contribué à cela. Et le plus important à prendre en compte est la météo. Au Maroc, par exemple, vous ne vous trouverez jamais face à des températures inférieures à 30 degrés, là où il y a de l'obscurité, la neige et un froid glacial pour voter. La participation électorale a donc été très faible. And so there was a very depressed voter turnout. It was very low, a total of around 100,000. Au total, seulement 100 000 voix ont été exprimées dans les caucus de l'Iowa. Il est donc difficile de prédire comment se déroulera le reste de l'élection, avec un si petit nombre de personnes votant dans l'Iowa. J'ai entendu certains commentateurs politiques républicains et démocrates dire des choses comme « Trump a gagné, mais il n'a gagné qu'avec 51% des voix », ce qui, à leur avis, signifie que la moitié du parti n'a pas voté pour lui. Encore une fois, je pense qu'il est très difficile de juger de la manière dont l'ensemble des États-Unis votera. Sur la base des caucus de l'Iowa, c'est certes important, mais en même temps, voter dans le Midwest en hiver aux États-Unis est très imprévisible. Parlons maintenant du candidat républicain arrivé en troisième position dans cette primaire de New Hampshire, Nikki Haley, qui est d'une autre génération et la fille d'immigrés indiens. Alors, quelle chance a-t-elle ? Nous savons que le gouverneur du New Hampshire la soutient et qu'elle est très populaire également chez les anti-Trump.
Y a-t-il pour elle un espoir après les démissions de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, et comme nous l'avons vu aussi de Ron DeSantis? Pensez-vous qu'elle ait une chance d'obtenir plus de voix pour pouvoir s'opposer à Donald Trump? Encore une fois, ce sera intéressant de suivre un tel scénario. Les températures dans le New Hampshire sont toujours très froides en hiver et similaires à celles de l'Iowa. L'ambassadrice Haley, qui était ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, et avant cela la gouverneure de Caroline du Sud, a certainement mené une campagne électorale impressionnante. Elle a construit une coalition d'électeurs à travers le pays, en particulier des femmes républicaines et des indépendants, qui font partie d'une large coalition conservatrice, qui comprend non seulement des femmes, mais aussi des chefs religieux et des républicains préoccupés par la sécurité nationale. Je pense que les gens l'aiment vraiment, car dans le monde de la politique, l'attractivité est la clé. Elle est jeune, elle a une énergie débordante, elle a une belle famille. J'ai entendu l'un de ses slogans de campagne dire « Sous-estimez-moi, ça va être amusant ». Elle a le genre d'ambiance cool qu'aucun des autres candidats n'a. Elle influencera grandement les jeunes électeurs s'ils se rendent aux urnes en novembre prochain. Nous allons maintenant faire une courte pause avant de retrouver Aziz Fahmy pour discuter de l'électorat issu des minorités musulmanes, arabes et hispaniques et de l'impact de celle-ci sur les élections présidentielles de 2024. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous souhaitons la bienvenue à Aziz Fahmy qui vient de nous rejoindre, ainsi qu'à notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, dans la première partie de l'épisode, on a parlé des républicains, mais il y a également des démocrates qui ont une moindre influence sur cette campagne. Il y a Marianne Williamson qui s'est présentée à la course en 2020 avec un large public sur les réseaux sociaux, mais finalement un poids très limité dans les urnes. Il y a également Robert Kennedy Jr. qui se présente comme indépendant, mais qu'on peut considérer comme démocrate par rapport à ses opinions. Alors, quel rôle pensez-vous que ces petits candidats pourraient jouer lors des primaires démocrates? Marc, nous avons vu tout à l'heure un excellent reportage sur le système électoral américain qui est un peu compliqué. En fait, seul cet État peut faire une réelle différence dans la détermination de l'identité du prochain président. Cela se poursuit depuis longtemps aux États-Unis et constitue un exemple de l'importance des candidats indépendants, même s'ils n'obtiennent pas nécessairement une large majorité des voix. En 2016, lorsque Trump s'est présenté contre Hillary, et en 2020, lorsque Biden a battu Trump, le nombre de voix dans les États clés était très faible, comme l'Arizona et la Géorgie, puisque Biden n'a gagné que par 10 000 voix et Trump a également gagné Hillary par un petit pourcentage de voix. Ainsi, un candidat indépendant, même s'il obtient un très faible pourcentage, peut influencer les élections. Ce que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est qu'un candidat nommé Kennedy, qui est très populaire, pourrait finir par remporter des voix non seulement à Joe Biden, mais aussi à Trump. Ce candidat pourrait donc être intéressant et mérite d'être surveillé à l'approche des élections générales. Nous avons entendu nos analystes nous faire part de leur point de vue et nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement. Mais tournons-nous à présent vers la rue pour entendre ce que les habitants de la capitale américaine ont à dire sur leur futur candidat. J'espère que ce n'est pas Trump. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, je ne suis pas le parti républicain. Ce n'est pas mon parti préféré.
Ni Trump ni aucun d'entre eux. Biden conservera son poste à la Maison-Blanche. J'espère que Biden gagnera et que le peuple américain aura la prévoyance de ne pas permettre à Trump de revenir à la Maison-Blanche. Je crois que celui qui remportera ces élections devra faire beaucoup pour le peuple américain et montrer qu'il est prêt pour le peuple et pas seulement pour ses propres intérêts, mais plutôt pour l'intérêt général. J'espère que Trump gagnera. Il est en route vers un second mandat. Tout comme sur ce plateau, l'opinion publique américaine semble plutôt assez divisée. Alors Aziz, comme on le voit ici, tout le monde a un candidat préféré, mais cette fois-ci, cette préférence est moins forte que pour les élections de 2020, où les gens étaient en colère et divisés aux États-Unis. Alors comment expliquez-vous les sentiments des Américains devant ces élections de 2024 ? Alors, comme nous l'avons entendu, les positions des Américains sont très différentes les unes des autres parce qu'il existe un profond sentiment d'inquiétude face à ce qui se passe. Il existe un sentiment de crainte parmi de nombreux démocrates quant à la possibilité d'un retour de Trump à la présidence. Et même au sein des cercles démocrates, on a le sentiment que la gestion de la guerre à Gaza par Biden a bouleversé les calculs de la campagne électorale du président Biden. En fait, plusieurs sondages d'opinion américains ont montré que parmi les démocrates, 70% de la tranche d'âge entre 18 et 34 ans ont exprimé leur désaccord avec la politique de Biden concernant la guerre à Gaza. Ce groupe de jeunes électeurs démocrates est essentiel pour assurer le succès de Biden, car il a joué un rôle décisif dans sa victoire à l'élection présidentielle de 2020. Ainsi, si Biden perd le soutien de cette tranche d'âge, on ne sait pas ce qui lui arrivera. Biden secured on the 2020 elections. So if he loses that, who knows? Alors, prenons les choses une à une. Nous avons de jeunes électeurs qui ont tendance à manifester contre la guerre ou à soutenir les Palestiniens sur les réseaux sociaux. Alors, pensez-vous que cela affectera le vote des jeunes de 18 à 30 ans et que certains pourraient refuser de voter et décider de rester à la maison ou carrément de voter pour le changement, comme le pense Chris ? No, I don't think that the angry Democrats... Non, je ne pense pas que les démocrates qui sont en colère contre la politique de Biden concernant la guerre à Gaza donneront leur voix pour Trump. Ils diront que nous ne voterons pas pour Biden, mais bien entendu, nous ne voterons pas pour Trump également. Les électeurs démocrates qui sont en colère contre la politique de Biden concernant la guerre à Gaza appellent à ne pas voter pour la liste présidentielle, c'est-à-dire ignorer la liste Biden et Harris et voter pour les démocrates aux élections législatives. Mais comment cela se fera-t-il ? Franchement, personne ne sait. Vote for all the Democrats under this. So how this will work, it's anybody's guess. We really don't know. Après le vote des jeunes, évoquons maintenant celui des électeurs de confession musulmane, en particulier dans un État comme le Michigan, qui compte un pourcentage plus élevé de musulmans et d'arabes que dans d'autres États comme la Virginie, la Géorgie, la Pennsylvanie ou l'Arizona. Alors ces États pourraient être convaincus de ne pas voter ou de voter pour quelqu'un d'autre que Biden. Quel sera l'impact du vote musulman sur les élections présidentielles ? It's really hard to say, but Il est difficile de répondre à cette question, mais pour les personnes en dehors des États-Unis, ils doivent comprendre que le fait qu'une minorité dans certains États américains participe aux élections peut avoir un impact significatif sur le résultat final des élections. Cette croyance n'existe qu'aux États-Unis et dans un certain nombre d'autres pays démocratiques. Une idée qui est parfois difficile à comprendre pour nos téléspectateurs du Moyen-Orient, car cette minorité et les changements qui s'y produisent peuvent faire basculer le résultat des élections d'un côté à l'autre. Il existe 5 États swing, dont 4 États qui contiennent un pourcentage élevé d'Arabes américains. Et ces derniers de ces 4 États
pourrait influencer le résultat final des élections. Par conséquent, je suis sûr que la campagne électorale de Biden est profondément préoccupée par les manifestations massives qui ont eu lieu dans toutes les grandes villes américaines pour exiger un cessez-le-feu. Ces manifestations massives ont accusé Biden d'être un complice de génocide contre les Palestiniens. Et c'est une accusation grave qui le rend co-responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Genocide Joe. I mean, that's pretty heavy. And so they are, making him responsible for what's happening in Gaza. Le site d'information Nevada Current a publié un article de Dana Gentry intitulé « Les espoirs de réélection de Biden reposent-ils sur l'opération Iron Sword lancée par Israël ?» Alors je vous propose de découvrir ensemble cet article. Sous le titre « Les espoirs de réélection de Biden reposeront-ils sur l'opération Iron Sword lancée par Israël ?» La journaliste Dana Gentry a écrit un article analytique sur le site d'information Nevada Current, dans lequel elle affirme que le président Joe Biden a commencé à perdre le soutien de certains démocrates en raison de son soutien public et fort à la guerre qu'Israël mène contre Gaza. Gentry a déclaré « Il y a eu division au sein de l'équipe Biden dans le comité national démocrate en raison de la manière dont l'administration Biden a géré le dossier de la guerre à Gaza. Cette division est apparue principalement entre les démocrates plus âgés qui soutiennent Israël et les plus jeunes démocrates progressistes qui sont contre la souffrance et le sort des Palestiniens. » L'auteur a cité une information évoquée par le magazine américain Newsweek, selon lequel un groupe de membres de la campagne du président Biden l'avait averti que les volontaires de la campagne ont commencé à se retirer en masse en raison de la façon dont le président a géré la guerre à Gaza. Les membres de la campagne ont exigé que Biden appelle à un cessez-le-feu pour éviter que cela affecte le résultat des élections. L'auteur a cité un sondage mené par le New York Times qui a montré une différence dans les positions des Américains concernant la gestion de la guerre à Gaza par Biden selon les groupes d'âge. L'auteur dit bien que les Américains en général s'opposent à la gestion de Biden concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Les électeurs américains plus âgés ont montré une plus grande tolérance à l'égard des tactiques israéliennes, tandis que la plupart des jeunes électeurs ont montré leur mécontentement à l'égard d'Israël, et seuls quelques-uns d'entre eux pensent qu'Israël souhaite sérieusement établir la paix avec les Palestiniens. 50% des jeunes électeurs ont déclaré qu'Israël tuait délibérément des civils palestiniens, tandis que 75% d'entre eux ont déclaré qu'Israël ne prenait pas de mesures suffisantes pour éviter de nuire aux civils, tandis que la majorité des jeunes électeurs s'opposaient à l'aide économique et militaire à Israël. L'écrivaine a souligné l'importance des jeunes pour le président Biden, étant donné que leurs votes ont joué un rôle décisif dans sa victoire aux élections présidentielles de 2020. Aziz, dans la même veine, l'Arab American Institute assure qu'il y a un fort déclin de popularité du Parti démocrate chez les électeurs arabes et musulmans, et qu'ils sont susceptibles de reporter leur voix sur le candidat républicain. Ou bien, comme vous venez de le dire, il pourrait aussi rester dans le camp démocrate tout en rejetant les candidatures de Joe Biden et Kamala Harris. Alors que doit faire le président sortant dans les mois à venir pour regagner le cœur de cet électorat? This all will depend on how the Gaza war ends. Cela dépendra entièrement de la façon dont se terminera la guerre à Gaza. Si elle se poursuit encore un an, cela aura un très mauvais impact sur les chances de réélection de Biden. Mais si la guerre se termine bientôt et que Biden parvient à convaincre Netanyahou d'entrer dans un accord qui inclut le Royaume d'Arabie Saoudite et le Hezbollah et rétablit la direction pour tenter de parvenir à un règlement pacifique, cela peut être une bonne chose et ça sera bon pour la liste de Biden-Harris.
Si cela ne se produit pas, les chances que les Arabes américains votent en faveur de la réélection de Biden seront très minces, car lors des élections de 2020, le soutien à Biden parmi les Arabes américains a atteint 59%. Or, le sondage réalisé par Zogby a montré que le taux de soutien à Biden est désormais à seulement 17% parmi les Arabes américains, qui ont déclaré qu'ils voteraient pour la liste Biden-Harris. Donc Biden devra réagir rapidement concernant la guerre à Gaza. Alors, comme nous l'avons vu en première partie avec Chris et Bonnie, les questions économiques risquent de peser lourd lors de ces prochaines élections. Mais il semble aussi que les questions de politique étrangère et les conflits en Ukraine et à Gaza seront également au centre des préoccupations. Il apparaît que les partisans de Joe Biden soutiennent l'interventionnisme militaire. Alors, selon vous, comment ces facteurs de politique étrangère affecteront-ils le vote des prochaines élections présidentielles en novembre? The devil is in the details. Because, Biden's support for Ukraine, for instance, which was celebrated in the United States, has been Comme le dit le proverbe, le diable se cache dans les détails. Le soutien de Biden à l'Ukraine, par exemple, a été célébré aux États-Unis. Cependant, les candidats soutenant Trump ont réussi à obtenir la majorité à la Chambre des représentants, où ils ont commencé à exercer leur autorité pour allouer des ressources au niveau budgétaire, jusqu'à atteindre le point où l'administration Biden a été forcée de faire des concessions concernant la frontière sud et l'immigration en provenance du sud, ce qui a provoqué la colère de nombreux démocrates. Il est difficile de savoir où les choses vont aller, d'autant plus que les républicains de la Chambre des représentants ont pu obstruer l'octroi d'une aide financière à l'Ukraine. Beaucoup d'entre eux ont déclaré que la Russie était sur le point de remporter la victoire sur l'Ukraine et que tout ce que les États-Unis faisaient et dépensaient en Ukraine serait vain. L'une des étranges ironies de ce débat houleux est que l'administration Biden a présenté un projet d'une valeur de 100 milliards de dollars d'aide étrangère pour soutenir la démocratie. Donc Biden a divisé l'allocation allouée pour soutenir la démocratie en Israël et en Ukraine par 14% pour Israël et 76% pour l'Ukraine. Bien que les fonds américains soient fournis à l'Ukraine, le titre du projet était Israël, de sorte que Biden verra son approbation à la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains. So he made a package of $100 to support democracies in Israel and in Ukraine. What is that divided between the two? 14% for Israel and 76% for Ukraine. So, though the money will go to Ukraine, but the title is Israel. So he is selling Ukraine by the name of Israel because he cannot get it through the House of Representatives. I mean, Ces questions joueront sûrement un rôle important lors de ces élections. Permettez-moi d'évoquer maintenant un autre sujet important lors de cette campagne, à savoir celui de la sécurité et de la gestion des frontières des États-Unis. On sait que les hispaniques représentent maintenant la première minorité du pays avec un nombre d'environ 34,5 millions de personnes. Leur influence est donc décisive dans les élections et leur vote pour l'un ou l'autre parti varie d'un État à un autre, souvent selon leur origine. Ainsi, les Cubains ont tendance à soutenir les républicains en Floride, tandis que les Mexicains en Californie votent plutôt pour les démocrates. Alors, quel sera l'impact de ce vote hispanique sur les prochaines élections ? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les démocrates ont passé beaucoup de temps, non seulement à parler de la crise des frontières, mais aussi à la rhétorique dure de Donald Trump et d'autres républicains envers les gens qui traversent la frontière, dont la plupart sont des Latinos, ce qui a laissé les démocrates sans message clair. Je pense que la plupart des Latinos, dont beaucoup se sont intégrés dans la société américaine, disent comme les autres Américains, et alors ? Quels sont les problèmes nationaux? Et l'une des autres choses, à mon avis, nuisent aux démocrates
c'est qu'il existe une très forte tendance à gauche sur les questions sociales et que les Latinos ont tendance à ne pas être libéraux dans l'ensemble, ce qui nuit également aux démocrates et aux Latinos. Je pense donc que la campagne Biden doit vraiment approfondir ce qu'ils disent et ce qui compte pour les Latinos. C'est d'essayer de résoudre ce problème avant le jour du scrutin. Sinon, les démocrates continueront à perdre du terrain parmi les minorités latino-américaines. Aziz, les électeurs afro-américains constituent l'un des groupes ethniques les plus importants aux États-Unis. Historiquement, les Afro-Américains penchent vers les démocrates, mais il y a un léger mouvement parmi les jeunes en direction de Donald Trump, selon un récent sondage d'opinion. Cependant, 90% des femmes soutiennent Joe Biden. Alors, quel sera, selon vous, le poids du vote des Afro-Américains lors des prochaines élections? If I may, I'd just like to add something to what Chris said. Permettez-moi d'ajouter quelque chose à ce que Chris a dit. Je crois que le vote des Hispano-Américains sera un cheval noir dans ces élections parce que, historiquement, les Hispano-Américains votent pour le Parti démocrate. Mais à cause de leurs croyances religieuses qui sont profondément enracinées dans l'âme et l'identité des Hispano-Américains, parce qu'ils suivent la doctrine catholique, une grande partie d'entre eux n'aiment pas les démocrates en raison de leur penchant pour le libéralisme. Donc, ce qui va se passer n'est pas clair pour moi. En ce qui concerne les Afro-Américains, ces derniers soutiennent fortement depuis toujours les démocrates parce que les démocrates soutiennent et croient en la justice sociale et croient également aux droits des minorités. Par conséquent, les Afro-Américains ont traditionnellement soutenu le Parti démocrate. En revanche, le président Trump essaie de prouver qu'une grande partie des Afro-Américains le soutiennent et nous réalisons qu'il y a parmi eux des groupes qui ne sont pas suffisamment instruits et éduqués. Du coup, ils aiment et soutiennent la façon dont l'ancien président Donald Trump s'exprime. Trump trying to make the case that there is a big segment of African Americans are supporting him, but we know that in the general public, there is the people who has no education. They support Trump, and they like his way of thinking. Talks to people as they talk in many cases is what they say. Il parle aux gens à leur manière, en utilisant le langage de la rue, comme on dit à New York. En fait, il y a un sénateur en Caroline du Sud, Tim Scott, qui est un Afro-Américain très respecté et qui a été l'un des premiers à entrer dans la mêlée électorale. Y a-t-il une possibilité que Trump le choisisse comme vice-président? Is there a possibility that he could be vice presidential material for Trump? Tim Scott a préféré donner son soutien à Donald Trump plutôt qu'à la candidate de Caroline du Sud, Nikki Haley. Alors, le voyez-vous se présenter à la vice-présidence et si c'était le cas, contribuerait-il à convertir les Afro-Américains au vote républicain? C'est une très bonne question, mais je pense que Tim Scott ne sert que lui-même, car tout homme politique américain regarde la scène sur laquelle il mène son activité politique, qui est l'État de Caroline du Sud, et le soutien qu'il a apporté à Trump de manière très ferme. Il sera conscient qu'il ne peut pas apparaître à contre-courant, et en soutenant Trump, il se sert lui-même en tant que politicien. Mais je pense que la possibilité que Trump le choisisse comme vice-président est une possibilité lointaine. Ce qui semble clair, c'est qu'il y a une candidate qui se réserve le ticket de la vice-présidence avec Joe Biden. Il s'agit bien sûr de Kamala Harris. En fait, le vote féminin a été historiquement favorable à Biden et à Obama au détriment de Trump. Alors Chris, comment voyez-vous l'impact du vote féminin sur les prochaines élections? Bon, quelque chose d'important s'est produit cette année dans la politique américaine. Pendant 50 ans, les tribunaux ont garanti le droit des femmes à l'avortement dans tous les États-Unis. Ce qui a été annulé par des juges conservateurs et d'ailleurs grâce à Donald Trump pendant sa campagne. Ce fait a donc donné un certain espoir qui manquait à la campagne Biden, car il lui a donné beaucoup d'énergie. Et les partisans de Biden considèrent que de nombreuses femmes ont placé cette question au-dessus de toutes les autres questions lors de leur vote en novembre. Je pense que les démocrates et Biden pensent qu'il y aura une très forte participation des femmes pour Biden et pour d'autres démocrates.
y compris les femmes républicaines qui sont des électrices indécises. Revenons à la politique étrangère. Au cours de sa présidence, Donald Trump a développé des relations solides avec plusieurs pays arabes et islamiques comme le Maroc et l'Égypte sur plusieurs questions telles que les accords d'Abraham. Le Maroc a d'ailleurs joué un rôle influent dans leur promotion sur la fin du mandat de Donald Trump. Alors imaginons maintenant les deux scénarios. Si Trump est réélu, quel impact cela aurait-il sur les pays arabes et islamiques? Et si au contraire c'est Biden qui est réélu, sera-ce une bonne nouvelle pour ces pays? Le monde arabe et islamique ressentira une certaine peur de ce que Trump pourrait faire, d'autant plus qu'il a menacé de punir quiconque le critiquerait et qu'il expulserait tous les professeurs d'université et les étudiants qui manifestaient pour un cessez-le-feu à Gaza. Par conséquent, ils ne se sentiront pas à l'aise avec le retour de Trump, mais tous ceux qui penchent pour la politique républicaine se sentiront probablement heureux si Trump revient à la Maison-Blanche. The people who are leaning toward, Republican policies, maybe they will be happy to see Biden back. Les pays du Golfe préfèrent Donald Trump car ils peuvent négocier et collaborer avec lui. Quant au Maroc, Trump a contribué à renforcer notre alliance bilatérale aux dépens de la relation des États-Unis avec le régime algérien. Le président Al-Sisi entretenait également des relations étroites avec Donald Trump. Il en va de même pour Bahreïn et les Émirats arabes unis. Trump a leur préférence car il a su rencontrer les dirigeants de ces pays et négocier avantageusement avec eux. Alors pensez-vous que cette affaire pourrait jouer un rôle dans la réélection de Donald Trump? Oui, je suis sûr que beaucoup dans le monde arabe préféreront le retour de Trump, car, comme je l'ai dit, les pays qui ont noué des relations de paix avec Israël à travers les accords d'Abraham se sentiront certainement heureux du retour de Trump. Mais l'Arabie saoudite n'avait pas de bonnes relations avec le président Biden, car au début, il avait exprimé de manière négative son opposition à l'Arabie saoudite. Et lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le président Biden avait besoin du soutien saoudien, mais il ne l'a pas obtenu. Par conséquent, les pays du Golfe en général vont certainement saluer le retour de Donald Trump. So these countries will welcome the return of Trump, for sure. Chris Lapetina, quel effet un retour de Donald Trump à la tête des États-Unis aurait-il sur les relations israélo-américaines? Bon, si vous interrogez Joe Biden sur la position de Donald Trump sur cette question, il vous dira, Donald Trump a-t-il dit quelque chose sur les Palestiniens depuis le 7 octobre, sur la souffrance humaine ou sur l'avenir des Palestiniens dans l'obtention de la liberté et de leur État indépendant? La réponse est non, et cela nous confirme que Trump est également fidèle à Benjamin Netanyahu et qui n'a pas de vision de paix au Moyen-Orient. Je vous remercie pour votre attention. Merci à notre chroniqueur Chris Lapetina et à nos invités Aziz Fahmy et Bonnie Glick, ainsi qu'à toute l'équipe de préparation et de production dirigée par le réalisateur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous remercie infiniment et vous dis à très bientôt.